laboratoire de la République. Je suis très heureux, comme vous le savez, qu'une fois de plus, la question de l'Arménie soit au centre de nos débats, puisque malheureusement, il faut le faire, vu les circonstances internationales générales. D'abord, je voudrais dire que la réunion de ce soir, elle a comme point de départ Sciences Po, en la personne de notre jeune ami Jean Lacombe, qui est derrière moi, qui est le responsable de l'antenne de Sciences Po Paris. Et nous sommes très heureux de ça, parce que, comme vous savez, Sciences Po, ces 2 dernières années en particulier, c'est pas toujours illustré parfaitement. Et face à cela, nous avons considéré qu'il était bon qu'une voix républicaine forte soit portée par les jeunes eux-mêmes, bien sûr. Et donc, grâce à Jean et tous ses camarades qui sont avec lui, nous avons pu devenir une association officielle de Sciences Po, avec les étudiants qui ont voté pour les associations qu'ils souhaitent institutionnaliser. Nous en faisons partie, ce qui signifie une présence officielle, possibilité d'organiser des événements, etc. Il y a donc déjà eu des événements à Sciences Po, mais eu égard au sujet de l'Arménie, dont nous savons qu'il intéresse très au-delà des étudiants de Sciences Po, nous avons souhaité le faire hors les murs, si j'ose dire, c'est-à-dire dans nos murs de la Maison d'Amérique latine, où nous sommes très souvent. Mais c'est, je tiens à le souligner, notre antenne de Sciences Po Paris qui organise la soirée de ce soir, et c'est donc ce titre, Jean Lacombe, qui va l'animer. C'est lui qui fera la présentation de nos invités. Je voudrais simplement les remercier très vivement, parce que, comme vous le savez, ils se sont des fidèles, et quand c'est des nouveaux, c'est des futurs fidèles, puisque nous avons souhaité, sur la question arménienne, avoir une vision au long cours, être nous-mêmes fidèles à cette cause, non pas en faisant un événement une fois, mais en suivant le sujet et en faisant partie de ceux qui, dans le débat public français, rappellent que la question est importante. Et je voudrais simplement la mettre en perspective dans la situation que nous connaissons. Comme vous le savez, l'invasion de l'Ukraine en particulier et une forme de déraillement géopolitique général depuis quelques années, dont l'élection d'un nouveau président aux États-Unis qui veut tourner une page du droit international et qui lui-même légitime par ses propos sur le Groenland, le Panama ou le Canada, une vision totalement, on va dire, nouvelle des relations internationales, laquelle vision nouvelle nous renvoie plutôt à une vision très ancienne, autrement dit la loi du plus fort, face à ce nouveau paradigme qui paraît, alors que depuis 1945, eh bien, ce que nous appelons encore le monde libre, s'est bâti sur d'autres règles. Eh bien, ce nouveau contexte, évidemment, crée une inquiétude supplémentaire pour l'Arménie, puisque la question des rapports de force est essentielle. Comme vous le savez, la France s'est positionnée sur ce terrain-là, jamais suffisamment de notre point de vue, mais quand même. Nous étions avec Patrice Franceschi et d'autres, avec Sébastien Lecornu, dans un déplacement en Arménie il y a quelques mois pour signifier l'aide militaire de la France à l'Arménie et le fait qu'il y avait sur ce sujet-là aussi un agresseur et un agressé, non seulement du fait de ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, mais aussi plus généralement sur les menaces qui pèsent en permanence sur la frontière. Nous voulons situer cette réflexion dans une vision géopolitique plus générale, à l'échelle de la région, puisque de nombreux problèmes se posent et qui sont aussi des problèmes de frontières, la question des alliances en particulier dans cette région, et puis à l'échelle mondiale, pour les raisons que j'ai dites auparavant. Il est donc très important que nous continuions à suivre cela. Vous êtes tous bienvenus pour le faire, puisque au-delà de nos réunions publiques, il y a évidemment notamment une commission géopolitique du laboratoire de la République. Il y aura aussi fin août à Autun l'université d'été où vous êtes tous bienvenus et où il y aura des réflexions sur cela. Et nous avons apporté aussi, au-delà du travail de réflexion qui est essentiel, un travail de médiatisation du sujet, de façon à ce que cette cause ne soit pas oubliée. Nous avons tous les yeux rivés sur Washington, mais il n'y a pas que ça dans la vie, si je puis dire. Bien des sujets, par exemple Relève sans salle, j'en profite pour le dire, sur lequel nous sommes très mobilisés. Et comme vous le voyez, il y a un fil clair qui relie les sujets dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. On parle de l'Ukraine, on parle de l'Arménie, on parle de Relève sans salle, on parle des risques posés par la nouvelle philosophie à Washington. C'est évidemment les mêmes valeurs qui nous guident pour nous positionner. Il est très important de garder les idées claires dans un monde qui semble partir dans des directions qui nous inquiètent.
et ces idées claires, je n'en doute pas, à la fin, seront les plus fortes, à condition que des personnes comme nous sachent se rassembler et réfléchir collectivement et avancer en toute liberté d'esprit. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à notre ami Jean Lacombe, qui va lui-même animer le débat, présenter les orateurs. Nous attendons aussi Frédéric Ancel qui va nous rejoindre tout à l'heure, et donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Vous avez vous-même évoqué un monde où la loi du plus fort semble être le nouveau paradigme géopolitique. En effet, le 13 mars dernier, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé s'être entendus sur un nouvel accord de paix qui semble donc qui semble résoudre d'une certaine manière la question du Haut-Karabakh. Et ce traité nous conduit à la question suivante. Vers quel type de paix se dirige-t-on entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Je vous remercie toutes et tous pour votre présence à cette deuxième conférence organisée par l'antenne de Sciences Po du laboratoire de la République. Cette conférence est enregistrée et sera rediffusée sur nos plateformes. Pour évoquer ce sujet complexe, nous avons la chance d'avoir des intervenants d'exception. J'aimerais tout d'abord introduire vous, Madame Pierson. Vous êtes journaliste au Figaro.fr depuis 2022. Au Figaro.fr depuis 2022. Vous traitez des questions internationales et des sujets de société. Et on a notamment pu vous lire sur certains sujets, notamment cet article publié le 24 mars 2024, La disparition du Haut-Karabakh, chronique d'une promesse française intenable. Je vous remercie pour votre présence. Monsieur Papazian, vous êtes depuis 2012 le co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Vous êtes également entrepreneur, président du groupe Media School et de Woozgrowing France, que vous présidez donc également. Ensuite, donc, monsieur Patrick Franceschi, vous êtes écrivain et explorateur, président de l'association des explorateurs français. Société des explorateurs français. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. De 2002 à 2006. En 2015 également, vous avez remporté un prix Goncourt sur la nouvelle pour votre ouvrage Première personne du singulier, et vous effectuez de fréquents voyages à la frontière azéro-arménienne. Vous alertez régulièrement la presse française sur les dangers qui pèsent sur l'intégrité du territoire arménien. Et enfin, donc, à ma gauche, M. Garbokian, vous êtes depuis 2003 le représentant en France de la République de l'Artsakh, donc du Haut-Karabakh. Alors, c'est un sujet complexe que nous allons aborder aujourd'hui. Et justement, M. Garbokian, je me tourne vers vous en ce qui concerne donc le contexte historique, ancien notamment, afin que l'on comprenne finalement quelles sont les racines de ce conflit dans le Haut-Karabakh. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. À chaque fois quand on me demande de parler du contexte historique, je ne peux pas m'empêcher de raconter l'histoire suivante. Et pardon pour la redondance si vous l'avez entendu. Il y a longtemps, j'étais encore en Artsakh, j'ai eu le privilège de rencontrer à Stepanakert l'ambassadeur de l'Ordre de Malte en Arménie. Et ce monsieur, nécessairement pour me faire plaisir, m'a informé qu'il avait acheté un livre sur l'histoire des Arméniens, qu'il avait lu 1000 pages et qu'il était arrivé au 5e siècle. Et donc, cher ami, vous m'accordez 6 minutes pour raconter 3000 ans d'histoire, je vais essayer. Mais d'abord, de ces 6 minutes, permettez-moi quand même de dire un très très grand merci, Monsieur le Ministre, de cette solidarité, de ce soutien constant que vous manifestez pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Merci pour cette initiative. Nous allons aujourd'hui parler de ce traité. Évidemment, je suis très honoré de me retrouver parmi les intervenants aussi importants qui sont mes voisins. Et naturellement, merci aussi à vous, cher Jean Lacombe, vous qui êtes le référent du laboratoire de la République à Sciences Po. Pour l'histoire de l'Artsakh, j'ai choisi de présenter, si vous me permettez, de la manière suivante. Vous donner 4 mots, et à travers ces 4 mots,
dire ce qu'a été l'histoire de mon peuple. Le premier mot, c'est l'identité. L'identité, le Haut-Karabakh n'est pas seulement un territoire, c'est un morceau de l'identité arménienne qui a partagé toutes les grandes étapes de l'histoire du peuple arménien. C'est en 301 que le Haut-Karabakh, comme le reste de l'Arménie, devient chrétien, où le christianisme est adopté comme religion d'État. C'est en 405, tout de suite après l'adoption de l'alphabet arménien, que la première école arménienne est ouverte en Artsakh par le créateur de l'alphabet arménien lui-même. Tout ce lien culturel et spirituel s'est exprimé à travers des siècles et malgré les dominations successives que mon peuple a subies, perses, arabes, mongols, turcs, russes, et finalement pour arriver en 2023 et voir cette tragédie qui s'installe au Karabakh, un déplacement forcé. Un déplacement forcé de toute une population, de l'ensemble de la population arménienne, des 150 000 personnes qui habitaient la région en 2020, il en reste 11 aujourd'hui. Et c'est là où je veux vous donner un autre mot, l'effacement. Je vous dis qu'il y a une histoire de 2500 ans à peu près sans discontinu, et en 2023, cette histoire s'arrête parce que l'adversaire, cette fois-ci, ne veut pas la domination, veut l'effacement. L'effacement de la présence arménienne, l'effacement des traces arméniennes, l'effacement de la culture arménienne, tout ce qui est arménien. Donc il y a une politique derrière cet effacement, parce que les déplacements forcés ne tombent pas du ciel du jour au lendemain. En 2023, les Azerbaïdjanais ne se réveillent pas pour décider qu'ils vont imposer un nettoyage ethnique aux Arméniens. Il s'agit d'une politique systématique, méthodique, et si vous me permettez, je vous renvoie vers un rapport rédigé par Freedom House qui décrit la politique systématique, la méthodologie de l'Azerbaïdjan pour une période certes qui va de 2020 à 2023, de cette politique réfléchie et mise en place pendant cette période pour supprimer toute la présence arménienne sur ce territoire. Et si j'y ajoute également, toujours dans cette histoire arménienne, des massacres qui ont lieu en 1905 par exemple, en 1920, en 1988, pogrom de Sumgait, en 1990. Par là, j'essaie de vous dire que l'histoire du conflit ou des divergences arméno-azerbaïdjanaises n'ont pas commencé en 1988 et n'ont pas commencé en 2020, n'ont pas commencé en 2023, et je crains que ces divergences ou cette opposition, ces conflits ne se terminent pas avec la signature d'un cessez-le-feu en 2025. Mais je reviendrai. Le troisième mot que je voudrais vous donner, c'est la sécurité. Donc face à cette politique, évidemment, les Arméniens essaient de s'organiser pour garantir leur sécurité. Et c'est ça le mot-clé, la sécurité, qui doit être en fait retenu pour l'histoire des Arméniens et pour l'histoire récente. La création de l'État du Haut-Karabakh, non reconnu par la communauté internationale, doit être considérée non pas comme une entité qui avait l'objectif d'étendre une influence politique dans la région, ou en tout cas se renforcer en tant qu'État, mais tout simplement était un outil pour garantir la sécurité des Arméniens du Karabakh. Et cette garantie, un outil qui avait été créé sous forme d'État, non seulement n'a pas été reconnu par la communauté internationale, mais n'a pas été compris et accepté par la communauté internationale. J'essaie de souligner cet élément parce que, malgré nos alertes différentes, et dit de tout temps que la sécurité des Arméniens du Karabakh était l'enjeu de ce conflit, beaucoup d'entre nous ont considéré ce conflit comme un conflit territorial. Et continuent à le considérer comme un conflit territorial, d'où
la manière, en fait, l'approche, on va dire territoriale, qui est extrêmement liée à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Si vous considérez ce conflit uniquement de point de vue territorial, naturellement, la seule réponse qu'il peut y avoir, c'est l'intégrité territoriale sans prendre en considération la sécurité. Il a suffi que l'Arménie, par faiblesse, dès 2023, parce qu'en 2020, l'Arménie avait perdu la guerre, n'avait pas les moyens, renonce à être le garant de la sécurité des Arméniens d'Artsakh. Il a suffi que les dernières forces d'autodéfense de l'Artsakh tombent en 2023 que le déplacement forcé soit là. Et le quatrième mot, si vous me permettez, la perspective et la responsabilité, évidemment. La question qui se pose, finalement, quelle est notre réponse? Quelle réponse nous pouvons apporter à toutes les minorités qui ont été hier et qui sont toujours aujourd'hui menacées par les États où ils vivent? Quelle est notre réponse? Si la seule réponse que notre communauté, la communauté des nations, donne à ces minorités menacées dans leur propre État, face à des dictatures souvent, c'est l'intégrité territoriale de leur État, ben, le résultat, inévitablement, tôt ou tard, va être la suppression de ces minorités, par tranche, totalement, ou dans le temps. Mais c'est une réponse inévitable que nous aurons à chaque fois face à ces minorités. Et donc, aujourd'hui, nous avons un précédent terrible face à ce déplacement forcé. Pour l'Azerbaïdjan, nous avons une situation où on peut détruire une population, puis on peut imposer un fait accompli et obtenir, dans les faits, l'aval international. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Eh bien, monsieur le représentant, d'évoquer l'histoire plurimillénaire de l'Arménie, de sa présence et de la présence des Arméniens dans le Haut-Karabakh. Vous avez évoqué une date qui est très importante et j'aimerais que Mme Pierson, on retourne dessus, c'est l'année 2020 qui marque un tournant dans les rapports de force entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. Il y a ce conflit, bref mais particulièrement brutal, qui a lieu sur plusieurs semaines, il me semble. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et sur les années 2020-2025 qui vont être finalement un peu la conséquence de ce conflit militaire? Oui, alors en 2020, effectivement, il y a eu cette guerre dite des 44 jours, ou la deuxième guerre du Haut-Karabakh. La première guerre ayant eu lieu entre 88 et 94, où l'Arménie était en position de force et a eu des gains territoriaux au terme de cette première guerre du Haut-Karabakh. 30 ans plus tard, en 2020, le rapport de force est totalement différent. L'Azerbaïdjan a une armée beaucoup plus puissante. Elle est armée, l'armée azerbaïdjanaise reçoit les armes et des munitions d'Israël notamment, est alliée avec la Turquie. Donc le commandement de l'armée azerbaïdjanaise est majoritairement composé de commandants turcs à cette date-là, en 2020. Et donc lance l'offensive, une offensive éclair, tout au long de la frontière du Finnique arménien, de la région sud de l'Arménie. Et au bout de 44 jours, un cessez-le-feu est décrété sous le parrainage de la Russie. Et ce cessez-le-feu du 9 novembre 2020 en fait, a été une sorte de statu quo qui est resté jusqu'aujourd'hui. Avec ce nouvel accord de paix qui est annoncé mais pas encore signé. Finalement, le dernier accord en vigueur, c'est ce cessez-le-feu du 9 novembre, qui a été depuis largement violé de toutes les manières par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, en 2020, cette guerre éclair avec un rapport de force totalement inégal entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, beaucoup de pertes au niveau arménien, plusieurs milliers de soldats tués. Il y avait même des mercenaires syriens qui ont été appelés en renfort à l'armée azerbaïdjanaise. Il y avait des massacres aussi au long d'Allah. C'était une guerre totalement illégale. Au bout de cette guerre, ce cessez-le-feu, et puis depuis le cessez-le-feu, de nombreuses tentatives de discussion. Donc, des soldats de la paix russe ont été
envoyé sur ce qui restait du Haut-Karabakh et qui restait un oblast autonome. Lors de la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan a repris 70% du Haut-Karabakh. Il restait un petit bout de territoire, grand comme la Savoie, et sur ce territoire, 2000 soldats de la paix russe, situés sur le territoire, et puis sur la seule route qui reliait l'enclave à l'Arménie, qui s'appelle le corridor de Lachine, qu'on appelle le corridor de Lachine, et qui était censé garantir la paix et la fin des hostilités. Donc si on regarde brièvement ces 3 années jusqu'en septembre 2023, il y a eu où l'Azerbaïdjan a achevé sa conquête du Haut-Karabakh. Ces 3 années ont été émaillées de tentatives de discussion au niveau de la communauté internationale. Il y a eu de très nombreuses, peut-être une quinzaine de rencontres entre le Premier ministre arménien, Pachinian, et le président Aliyev de l'Azerbaïdjan, sous l'égide des États-Unis, de la Russie, avec le président du Conseil européen aussi, Charles Michel, à Bruxelles. Et toutes ces tentatives n'ont jamais donné grand-chose, jusqu'à septembre 2023. Alors, avant septembre 2023, il faut mentionner le blocus du Haut-Karabakh. Cette seule route qui reliait donc le Haut-Karabakh à l'Arménie a été bloquée pendant 9 mois, coupant la population, les 100 000 Artsakhites, de tout approvisionnement de l'extérieur et de toute possibilité d'aller en Arménie ou ailleurs. Et c'était un blocus terrible, comme une asphyxie lente, puisqu'il n'y avait plus de médicaments qui entraient dans le territoire, il n'y avait plus de produits frais. Les Artsakhites n'avaient plus d'électricité dans les hôpitaux, il n'y avait plus de chauffage parce que plus de gaz, plus de pétrole. C'était très dur en pleine période d'hiver. Donc voilà, c'était une période. On peut aussi mentionner pendant cette période une attaque qui a été qui est passée sous les radars en 2022 de l'Azerbaïdjan tout au long de la frontière arménienne, des tirs tout au long de la frontière pendant quelques jours, où des villages civils ont été bombardés. Moi j'avais pu aller à cette période et constater ces bombardements. Et au terme duquel l'Azerbaïdjan avait pris entre 200 et 230 km² du territoire arménien. Et ces territoires sont toujours occupés, en fait, notamment en face de Djermouk. Donc voilà, ces années émaillées par des violations du cessez-le-feu assez récurrentes de l'Azerbaïdjan. Voilà, jusqu'en 2023. Et justement, donc, le 13 mars de cette année, les deux belligérants ont annoncé un nouvel accord de paix, visiblement. Juste avant qu'on discute concrètement de ce qu'il y a des clauses dans ce traité de paix, est-ce qu'on pourrait simplement revenir sur le déroulement des négociations, qui sont les acteurs, comment ça s'est fait, etc. Effectivement, peut-être ce qui est assez particulier dans cet accord qui a été annoncé mi-mars, c'est que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont géré ces discussions seuls, en bilatéral. Et quand en fait, Yerevan, du point de vue de Yerevan, c'était une manière en fait de montrer que la communauté internationale, de toute façon, l'accord du 9 novembre 2020 avait été signé sous l'égide de la Russie. La Russie n'est pas du tout intervenue lors de la conquête du Haut-Karabakh. Donc c'est une manière de montrer que la Russie n'est plus du tout le parrain qu'elle a été un temps pour l'Arménie. Et puis le reste de la communauté internationale, c'est ce que je vous ai expliqué, l'Europe a tenté de faire le médiateur, les États-Unis, mais finalement l'Arménie s'est rendue compte qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Voilà, donc ça s'est passé entièrement de manière bilatérale. Peu de choses ont percé des négociations elles-mêmes. Ce qu'on peut dire, c'est que l'annonce de l'accord de paix, il a été annoncé beaucoup de fois ces derniers mois, et son annonce a été faite de manière unilatérale par l'Azerbaïdjan, ce qui est assez curieux pour un accord bilatéral. L'Azerbaïdjan dit voilà, nous avons convenu de 17 articles, sans divulguer ces articles qu'on ne connaît toujours pas, parce que l'accord a été annoncé, mais il n'est pas signé et encore moins ratifié. Et que depuis cette annonce, depuis le 16 mars, presque chaque jour, l'Azerbaïdjan a continué à accuser l'Arménie soit de tirs à la frontière, presque quotidiennement, soit le président Aliyev s'est fendu de déclarations disant que nous ne faisons pas confiance aux Arméniens, que
c'est un partenaire non fiable. Il y a aussi des accusations de tout genre, par exemple de polluer telle rivière transfrontalière. Les accusations sont quotidiennes. Donc dans ce contexte-là, c'est difficile d'imaginer des négociations paisibles et dans la bonne entente et la confiance. Oui, et donc ensuite, est-ce qu'on a, alors même si l'accord de paix en soi n'a pas été divulgué, est-ce que l'on a des informations sur éventuellement ce qu'il pourrait contenir ou bien certaines de ces clauses? Oui, alors, ce qu'on sait, c'est que ce que dit l'Arménie, en tout cas, c'est que toutes ces 17 dispositions sont des dispositions bilatérales. Il n'y a aucune concession, disons, qui a été faite de la part de l'Arménie vis-à-vis de l'Azerbaïdjan dans ces 17 articles. Mais je pense que ces 17 articles peuvent plutôt être définis par ce qu'ils ne contiennent pas, c'est-à-dire tous les sujets qui fâchent, en quelque sorte, seront l'objet d'un processus de paix que cet accord doit enclencher. Cet accord est une sorte de base très basique qui sera suivi d'un processus où les vraies questions seront traitées. Quelles sont les vraies questions? Alors déjà, il y a celle des frontières, hein, c'est le nœud gorgien de tout conflit. La question des frontières qui a fait l'objet de la création bilatérale, encore une fois, d'une commission spéciale. Donc l'accord lui-même ne traite pas des frontières, puisque cette commission spéciale qui traitera du tracé des frontières, qui doit revenir à des cartes du temps de l'URSS, antérieure à la première guerre du Haut-Karabakh, et donc aux gains territoriaux de l'Arménie. Qu'est-ce que ne contiennent pas ces 17 articles? Ils ne contiennent pas de référence aux Artsakiotes, par exemple, et à leur droit au retour, peut-être. C'est quelque chose que Yerevan assume d'avoir complètement exclu. Depuis la fin des institutions de la République autonome autoproclamée d'Artsakh, c'était le 1er janvier 2024 où vraiment la République autoproclamée a cessé d'exister institutionnellement. Depuis ce jour, Yerevan dit voilà, c'est une page qu'on va tourner, maintenant on va se focaliser sur notre propre sécurité et le Haut-Karabakh n'est plus à l'ordre du jour. Donc ce droit au retour n'est pas compris. Il y a aussi le sort des 23 prisonniers politiques d'Artsakh, dont lui, ancien dirigeant, des ministres d'État, des présidents, qui sont en ce moment en procès à Bakou. Ils sont accusés de terrorisme, d'avoir fomenté une guerre sur un territoire souverain, puisque l'Azerbaïdjan considère que c'est son territoire. Donc le sort de ces 23 prisonniers, Yerevan dit c'est une priorité pour nous, mais c'est pas dans cet accord. Ce sera l'occasion de discussion dans le processus à suivre. Voilà, et puis encore une fois, ces 230 km² grignotés par l'Azerbaïdjan ces dernières années n'est pas non plus compris dans ces 17 articles. Donc, si je résume, on a encore un accord qui, du moins de ce que l'on peut penser, est assez incomplet pour régler effectivement cette question du Haut-Karabakh. Oui, disons que c'est une base. L'Arménie le présente comme une base d'entente pour aller de l'avant ensuite et discuter des vraies questions. C'est déjà si compliqué d'avoir cette base que c'est quelque part la preuve que la bonne foi n'est pas forcément des deux côtés. C'est l'accord qui précède l'accord qui précédera l'accord d'après. Pour l'accord suivant. Très bien. Je vous remercie. Nous avons ici le représentant, l'envoyé spécial du général Mazloum, commandant-chef des Kurdes de Syrie à Paris, qui peut vous dire qu'en ce moment même, les accords de pré-accords d'accords qui sont signés à Damas entre eux et les islamistes d'Al-Yoni, c'est le même genre de processus. Zéro. Donc, ouais. En effet, on est sur une situation géopolitique et juridique extrêmement complexe. Maintenant, il est temps peut-être d'évoquer les conséquences de ce traité de paix. Visiblement, l'Arménie et les habitants du Haut-Karabakh semblent être les perdants de ce nouvel accord de paix. Mais ensuite, qu'en pense la communauté arménienne? Ça, c'est peut-être encore un autre sujet. Je me tourne vers vous, monsieur Papazian. On sait cette communauté parfois divisée sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Merci. Merci pour l'invitation. C'est un sujet extrêmement délicat et celui qui m'est attribué est encore plus, puisqu'il s'agit effectivement, évidemment, de l'expression d'opinions différentes
sur un sujet qui est un sujet brûlant dans la diaspora, qui est le sujet de l'interprétation de l'accord de paix qui, en vérité, a été imposé aux Arméniens. C'est un accord de paix qui a été imposé. Il a été écrit sous la plume de l'Azerbaïdjan, qui a profité de la situation, effectivement, qui a profité du fait que le monde n'est absolument pas gouverné, d'abord pour, effectivement, faire cette guerre des 44 jours, puis d'utiliser pendant cette guerre des armes interdites, puis de faire venir 80 experts turcs pour piloter la guerre depuis Bakou, puis 2000 djihadistes syriens supplétifs de l'armée turque, puis des bombes au phosphore blanc, puis des armes à sous-munitions. En réalité, c'était une guerre atroce. Il y a eu 3 cessez-le-feu avant celui du 3 demandes de cessez-le-feu avant celui du 9 mai. Les 3 n'ont jamais été respectés par l'Azerbaïdjan. En réalité, ce qui montre que ce monde n'est pas gouverné. Ce monde n'est pas gouverné puisque le blocus qui a été ensuite imposé, comme vous l'avez signalé, madame, aux Arméniens entre décembre 2022 et septembre 2023, a été condamné à plusieurs reprises par la Cour internationale de justice, que le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué à plusieurs reprises, d'ailleurs à la demande de la France, qui a voulu jouer un rôle diplomatique en faveur des Arméniens assez actifs, mais en réalité, on a laissé ce peuple, 120 000 personnes quand même, pendant 9 mois, sans vivre, sans médicaments, sans réapprovisionnement, sans chauffage, comme si c'était des bêtes, en réalité. Et ce monde n'est pas gouverné, toujours pas gouverné, puisque en septembre 2023, il y a eu la première épuration ethnique du XXIe siècle. Un génocide. Le mot a été employé par Luis Moreno Ocampo, le premier procureur de la Cour pénale internationale, qui a considéré que les événements qui s'étaient produits à l'automne 2023 dans le Haut-Karabakh, avec l'épuration ethnique de 120 000 Arméniens, correspondaient à la définition du crime de génocide. Toujours pas de réaction de la communauté internationale, ce monde n'est toujours pas gouverné en réalité, et puis, eh bien, on impose un plan de paix aux Arméniens, justement celui dont on parle aujourd'hui, qui, mais est rempli de concessions faites par les Arméniens à l'Azerbaïdjan. Vous l'avez dit, cher Jean Lacombe, dans votre propos introductif, tellement éloquent comme phrase que je l'ai notée, vous dites « cet accord de paix qui semble sceller le sort du Haut-Karabakh ». Oui, cet accord de paix semble sceller le sort du Haut-Karabakh. Donc effectivement, lorsque le Premier ministre arménien affirme que l'Artsakh appartient à l'Azerbaïdjan, il n'y a plus possibilité, en réalité, de travailler sur la question de l'autodétermination de l'Artsakh. Et il n'y a plus de possibilité de parler du droit au retour, du droit au retour des Arméniens en Artsakh, qui pourtant a été reconnu comme un droit international fondamental, notamment par Madame Colonna, qui était ministre des Affaires étrangères de la France. Et puis, on évoque dans ces points-là la dissolution du groupe de Minsk, que l'Arménie accepterait, l'Azerbaïdjan aurait imposé à l'Arménie, l'Arménie aurait accepté, en fait, de continuer à négocier dans des conditions du bilatéralisme. On sait quelles sont ces conditions quand on a un État qui a gagné une guerre qui a été imposée à l'Arménie, on sait quel est le rapport de force et quelles sont les conséquences du rapport de force. Et puis, on évoque aussi le retrait des forces tierces. Et là, on fait probablement allusion aux observateurs de l'Union européenne qui sont sur place et à qui on demanderait de se retirer. Et puis, on demande aussi l'arrêt, l'abandon, il y a des avocats dans la salle, l'abandon des poursuites pénales contre l'Azerbaïdjan auprès des tribunaux internationaux. Ça, c'est une demande aussi de l'Azerbaïdjan. Et puis, on demande
une modification de la Constitution, puisque la Constitution de l'Arménie évoque la question du Haut-Karabakh comme appartenant à la République d'Arménie. Donc là aussi, c'est une demande d'un État étranger qui demande à l'Arménie en fait, de modifier sa Constitution. Et sinon, en ce qui concerne probablement la communauté arménienne en elle-même. Je parle des points qui fâchent là, en réalité, les points qui font débat. J'essaie de les exprimer de manière assez neutre, parce que même si j'ai mon point de vue sur le sujet, il est important de poser les points de manière assez neutre pour justement, je crois qu'on n'a même pas besoin de les commenter en réalité. Et la question du retrait immédiat des forces azerbaïdjanaises du territoire de la République d'Arménie, 230 à 250 km² occupés, n'est pas évoquée aujourd'hui. On ne demande pas le retrait de ces forces armées azerbaïdjanaises des frontières de la République souveraine de l'Arménie. Et enfin, la question de la libération des otages. On le sait, l'accord du 9 novembre imposait la libération par les deux parties de tous les prisonniers de guerre et de tous les prisonniers azerbaïdjanais et arméniens. L'Arménie a tenu sa parole. Comme tout le temps, en fait. Comme tout le temps, en fait. L'Arménie tient toujours sa parole. Et l'Arménie a libéré tous les prisonniers de guerre. Mais l'Azerbaïdjan ne les a pas libérés. Ne les a pas tous libérés. Et l'Azerbaïdjan a capturé encore des prisonniers à l'automne 2023, dont effectivement 8 dirigeants de la République du Haut-Karabakh que nous connaissons tous, Kobané se connaît tous évidemment très très bien. Donc voilà les points qui font débat en fait aujourd'hui dans la communauté arménienne. On sent effectivement, on est tous aujourd'hui meurtris par ce qui s'est produit, mais il y a une grande partie de la communauté arménienne qui n'accepte pas que l'Azerbaïdjan traite de cette manière l'accord de paix avec l'Arménie en imposant ces points-là. J'en ai noté 7 points, mais il y en a certainement beaucoup plus. Je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais ce sont des points qui font débat aujourd'hui, et en Arménie et en diaspora, parce qu'on considère que la posture de l'Arménie doit être plus ferme que ce qu'elle est, et que la diaspora doit effectivement se faire le relais d'une posture plus ferme pour condamner l'Azerbaïdjan, parce que nous avons la conviction que cet accord de paix ne scellera pas de paix en réalité. Parce que l'Azerbaïdjan et la Turquie ne veulent pas faire la paix avec l'Arménie, ils veulent mettre la main sur l'Arménie en réalité. Je vous remercie, monsieur Sarbazian. Nous avons la chance donc, également d'accueillir monsieur Frédéric Ancel. Vous êtes géopolitologue, vous êtes professeur en questions internationales à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi le fondateur, entre autres, et le directeur de collection géopolitique aux presses universitaires de France. Vous êtes chroniqueur à l'Express, ainsi qu'aux Nouvelles d'Arménie. Je vous remercie pour votre présence. Ensuite, nous allons donc évoquer les conséquences plus spécifique pour le territoire du Haut-Karabakh. Il y a une question qui est très sensible, c'est celle du patrimoine. On se doute bien qu'avec exactement, avec la question des églises, on se doute bien qu'avec le nettoyage ethnique en cours, le Haut-Karabakh va changer. Monsieur Guerrokian, est-ce que vous pouvez nous évoquer les inquiétudes que vous avez par rapport aux transformations que va connaître le Haut-Karabakh? Alors, si vous me permettez, oui, je vais le faire, évidemment, mais tout à l'heure, mon propos sur l'histoire du Haut-Karabakh visait à peu près dire le message suivant. Sans l'Arménie, sans une Arménie forte, il n'y aura pas de Karabakh. Et donc, si l'Arménie n'est pas forte, si l'Arménie n'est pas renforcée, le Haut-Karabakh n'aura aucun destin. Donc si les conséquences, vous me questionnez aujourd'hui sur les conséquences que le traité de paix aura sur le Haut-Karabakh, avec votre permission, je vais un peu élargir et dire les conséquences pour l'Arménie elle-même de cet accord de paix, parce que le destin des deux entités sont tellement liés qu'on ne peut pas, au-delà du patrimoine qui se trouve effectivement sur le territoire du Haut-Karabakh, au-delà de sa population qui a été déracinée
désormais complètement, au-delà de toute la spoliation que les Arméniens du Karabakh subissent par l'État azerbaïdjanais, je vais vous dire les conséquences pour l'Arménie, pour le peuple arménien, que cet accord de paix, si il est signé, on n'en est pas là, aura. D'abord, juste une phrase. Vous savez de quelle date, de quelle époque datent les revendications officielles de l'Azerbaïdjan pour les trois régions qui sont le Haut-Karabakh, le Nakhitchevan et la région de Zangezur ou la région de Syunik actuellement. Dès la création de l'État azerbaïdjanais en 1918, l'Azerbaïdjan revendique la région du Nakhitchevan, la région du Karabakh, la région du Zangezur, peuplées toutes les trois par des Arméniens. Aujourd'hui au Nakhitchevan, 0 Arménien. Aujourd'hui au Karabakh, 11 Arméniens. Le Syunik se trouve en Arménie. Et pour moi, dans le contexte de cet accord de paix, la question n'est pas s'il y aura une guerre ou pas, si cet accord de paix fonctionnera ou pas, c'est quand la guerre aura lieu. Je sais même le lieu où cette guerre aura lieu. C'est le Zangezur. C'est dans la région de Syunik que cette guerre aura lieu, parce que cette revendication date depuis un siècle et parce que depuis, la politique azerbaïdjanaise n'a pas changé. Monsieur Franceschi, vous peut-être juste... Oui. Les mots ont un sens et je ne peux pas laisser passer l'utilisation, en dépit de toute la sympathie, l'amitié que j'ai pour les Arméniens, le mot de génocide. Nous avons affaire à un nettoyage ethnique et pas à un génocide. Sinon, si demain il y a un vrai génocide en Arménie, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? La graduation est très claire. Le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, et entre les deux, l'épuration. Je ne suis pas un spécialiste du génocide, non. mais c'est un spécialiste du génocide qui a s'est exprimé... Ensuite, je vais revenir justement, mais c'est important, parce que le plus important, c'est ce qu'a dit Ovanes sur la guerre. En fait, d'abord, il n'y a pas de traité de paix, tu l'as rappelé. 17 articles qui préparent quelque chose qui préparera quelque chose. On est vraiment dans la fumée des négociations bilatérales ou internationales qui ne veulent rien dire, si ce n'est ce qu'a dit Ovanes, c'est-à-dire que la guerre va avoir lieu. L'intitulé de la réunion aurait plutôt été quel type de guerre demain que de paix, croyez-moi. Et il faut essayer de déterminer un peu ce qu'est l'état final voulu par à la fois l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ces gens-là ont dans leur tête un état final, ils savent très bien ce qu'ils veulent, les revendications par exemple de 1918. À un moment ou à un autre, dès qu'il aura le cas, ils vont sur le moment favorable. L'Azerbaïdjan se prépare à attaquer le Syunik dans sa partie la plus étroite, qui fait à peu près une trentaine de kilomètres, 30-35 kilomètres, dans le couloir de Zangezur. Et quand vous allez là-bas, et que vous regardez au niveau militaire les défenses qui ont été faites, que vous allez dans les états-majors parler avec les militaires, en 24-48 heures, c'est ce qui inquiète beaucoup les chancelleries occidentales, le couloir de Zangezur sera entièrement occupé par l'armée azérie. Ce qui fera que le Syunik vivra le même modèle qui a marché du Haut-Karabakh. Autrement dit, en 48 heures, vous coupez l'Arménie en deux, vous laissez un couloir pour les déplacements obligés de la population, dans les 100 000 habitants là aussi à peu près, qui terrorisé fuira dans le reste de l'Arménie, et le Syunik, cette province de l'Arménie, sera vidée. Et l'Azerbaïdjan aura atteint son presque état final. Parce qu'après le reste, c'est de faire en sorte que l'Arménie en fait disparaisse de la carte. Et au XXIe siècle, pas besoin de faire de génocide comme en 1915. Le modèle d'épuration ethnique a fonctionné au Haut-Karabakh, on le répétera aussi souvent que nécessaire dans le temps que ça prendra. Mais dans l'idée du pan-turquisme d'Erdogan, qui pilote tout ça, parce que quand on dit, on rappelle que ce sont des officiers de l'armée turque qui ont dirigé l'armée azérie en 2020 et 2023, si vous voulez, et appuyés par les mêmes ennemis qu'on affronte en Syrie, les mercenaires de l'armée nationale syrienne pilotés sont des mercenaires turcs, c'est la Turquie qui joue son rôle en ce moment. L'Azerbaïdjan n'est que le pion de l'Arménie, de la Turquie, ils sont tout à fait d'accord. Donc ce qu'il faut voir, c'est l'agenda pan-turquiste d'Erdogan qui fait que l'Arménie gêne territorialement la continuité territoriale de tous les États pan-turcs de la région. C'est ça qu'il faut comprendre, qui va arriver dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Le reste n'est pour l'instant que de la fumée. Voilà.
Vous avez fait une superbe transition avec le sujet que je vais maintenant évoquer. Ce sont les conséquences régionales au niveau du Caucase ainsi que géopolitiques de ce nouveau traité de paix. J'aimerais notamment vous... Oui, pardon. Donc de cette base vers... Oui, voilà. Donc, de ce processus. Monsieur Ansel, justement, j'aimerais vous interroger sur ce qu'a un peu évoqué M. Franceschi, c'est-à-dire les ambitions régionales, les conséquences géopolitiques qu'a cette nouvelle situation. Merci beaucoup. J'adore me faire interroger par un étudiant. Ça change, hein. J'adore ça. Merci mon grand. Pardon pour mon retard et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très très fier d'intervenir, d'abord pour la bonne cause, notamment dans le cadre du Lab de la République. Et merci encore, monsieur le ministre Blanquer. Pourquoi je dis merci? Et ce n'est pas une annonce commerciale. Parce que depuis 15 ans, votre bien modeste serviteur organise chaque année à Paris les assises nationales contre le négationnisme. Et cette année, le lundi 28 avril, dans le cadre avec pour partenariat le Lab de la République en présence de monsieur le ministre Blanquer, eh bien, nous parlerons des génocides du XXe siècle avec malheureusement, j'allais dire pour prétexte pédagogique, le 110e anniversaire. Voilà, c'est totalement libre, c'est à la mairie du 9e et merci de m'avoir autorisé à dire, c'est une annonce totalement non commerciale. Merci beaucoup pour la question. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Je vais essayer de faire un tout petit peu, et avec l'immense respect que j'ai pour lui, feu le grand historien Fernand Braudel, faire un tout petit peu de temps long. Ça a été dit il y a un instant, je crois, la Turquie, depuis la fin de l'Empire ottoman, pas l'extrême fin, depuis le milieu fin du 19e siècle, donc l'Empire ottoman était encore une puissance tout à fait redoutable avant qu'on ne l'appelle l'homme malade de l'Europe, n'a eu de cesse que, entre guillemets, pardon pour ce terme hideux, d'épurer. C'est vrai pour une grande partie des minorités de l'espace anatolien, mais c'est plus vrai encore de la population arménienne, avec déjà de gigantesques pogroms à l'extrême fin du 19e. Et quand on évoque aujourd'hui l'Azerbaïdjan ou la politique de la Turquie aujourd'hui, oui, malheureusement, je considère, peut-être à tort mais je ne crois pas, je considère qu'on est resté dans ce registre depuis maintenant pratiquement 150 ans. C'est effrayant ça. C'est-à-dire qu'on est au-delà des frontières de l'Anatolie, et pour cause, hein, parce qu'à partir des 1915-1916, et pour cause, avec un C majuscule, j'ai envie de dire, évidemment, vous aviez pratiquement plus d'Arméniens dans la nouvelle Turquie d'Atatürk, mais au-delà, dans la République d'Arménie, c'est à l'extrême est de la territorialité traditionnelle ou historique arménienne, eh bien, ça s'est poursuivi. Et ça se poursuit, j'allais dire, en paraphrasant Clausewitz, par d'autres moyens. Ou plus exactement, par des moyens relativement, et je vous rejoins, relativement similaires, et surtout en faisant fonctionner un allié. Aujourd'hui, ce n'est pas la Turquie qui a croqué le Karabakh, mais bien évidemment son allié historique et extrêmement proche et proxime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, outre les temps un petit peu longs, les grands espaces, de relativement grands espaces. On a aujourd'hui, me semble-t-il, dans l'ensemble de la région, une volonté, bien évidemment, j'allais dire pan-turque, ça pan-turcique si vous préférez, de se rapprocher, de tronçonner, hein, au niveau de l'Arax, le sud, le corridor du Zangezur. C'est vrai, entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est exact. Mais il y a d'autres puissances dans la région. Et je pense, et je vais peut-être vous surprendre, à une puissance qui est déclinante, mais pour d'autres raisons, qui ne sera peut-être pas présidé par un régime, par ailleurs hideux, qui prévaut depuis 1979. Bon, là, je donne des indices, là. Non, ça devient facile, hein. À savoir la République islamique d'Iran. Je veux dire, à Téhéran, on déteste l'idée d'avoir un septentrion exclusivement turc. Enfin, je veux dire turco-azéri, donc turc. Et de ce point de vue-là, je pense que il existe quand même malgré tout un frein, non pas à la volonté, ça la volonté azerbaïdjanaise de croquer, d'annexer ce qui est notamment le Zangezur et puis plus si affinité, ça je le partage avec, je crois, mes prédécesseurs, ça là-dessus il n'y a pas de problème. Mais enfin, l'Iran aujourd'hui reste quand même dans une certaine mesure, y compris vis-à-vis de l'Azerbaïdjan très rival, une puissance avec laquelle il faut compter, pour l'instant encore. Et le deuxième point, il est très géographique, et là c'est un hommage à mon maître en géopolitique, Yves Lacoste. Il me permet de vous rappeler qu'il est toujours en vie, hein, donc il a 95 ans et demi certes,
toujours en vie, et je lui rends systématiquement hommage, immense géographe, immense géopolitologue. La géographie, ça sert d'abord à faire la gaffe anticipation. Ça date de 75. Là, le Zangezur permet à l'Iran et à la Russie de faire beaucoup de business. Alors, business, on peut le faire aussi par les voies maritimes. L'Azerbaïdjan, je ne sais pas, vous connaissez la carte par cœur, c'est pas très très favorable. Par avion, non, c'est picrocolin. En réalité, ce qu'on échange par avion, c'est parfois aérienne, c'est parfois terrestre. Et je me suis rendu à maintes reprises dans cette région, par ailleurs extrêmement, très très belle, et dont vous sentez immédiatement, et pour cause, qu'elle est très stratégique. Et j'y voyais des norias de 38 tonnes de camions empruntant cet axe entre l'Iran et la Russie via donc l'Arménie et la Géorgie septentrionale. Et j'avais qualifié l'Arménie dans un bouquin précédent d'état verrou et d'état passage. C'est-à-dire que l'un des seuls atouts, mon Dieu, l'un des seuls atouts, notamment géographiques de l'Arménie, c'est cette capacité d'offrir à Moscou et à Téhéran, dont vous savez à quel point le partenariat, c'est pas une alliance, hein, et je vous rejoins, il ne faut pas galvauder les termes, c'est pas une alliance, mais un partenariat économique, diplomatique dans une certaine mesure militaire est de plus en plus important. Et de ce point de vue-là, il y a là aussi, me semble-t-il, peut-être, je dis bien peut-être, j'essaie pas de faire preuve d'un optimisme béat, un certain frein à l'expansionnisme azéri. Enfin, l'Europe et notamment la France et les États-Unis. Alors les États-Unis, aujourd'hui, sont dirigés par quelqu'un d'extrêmement imprévisible. Alors l'imprévisibilité, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah ben, par définition, vous ne savez pas ce que le bonhomme va faire. Certes, il a deux nords à sa boussole. Un, c'est le mercantilisme absolu. Qu'est-ce qu'a apporté à l'économie américaine l'Arménie? Bon, pardon, pour l'instant, je suis désolé, pas grand-chose. Alors, occupons-nous du deuxième nord de sa boussole. Monsieur Trump n'a jamais envoyé lors de son premier magistère, il n'enverra pas de soldats, y compris d'ailleurs sans doute pour aller défendre des alliés qu'il ne perçoit d'ailleurs même pas comme tels. Donc à ce niveau-là, on peut encore oublier. Oui, mais attention, c'est quelqu'un qui n'a plus, sans vouloir faire de psychologie à 2 €, qui n'a plus de surmoi, qui n'a jamais vraiment eu, mais alors là, moins que jamais, qui dispose de toutes les prérogatives et les instruments de puissance et de pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui, si, je dis bien si, un certain nombre de puissances, si la République d'Arménie, si une partie de la diaspora, très importante, arménienne ou aux États-Unis, parviennent à le convaincre que l'Arménie doit subsister dans ses frontières internationalement reconnues à tout le moins, il n'est pas du tout impossible, je ne vous dis pas que c'est sûr, rien n'est sûr avec ce bonhomme. Je vous dis que ce n'est pas impossible qu'il décide d'en faire une affaire, simplement personnelle, simplement attention. En amont, il faut le travailler, le bougre. Alors moi, j'ai pas 106. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas impossible. On a déjà vu, il y a entre 8 ans et 4 ans de cela, des causes a priori, je reprends mon terme plutôt picrocolline, notamment en Asie, être tout à coup défendues, ou au contraire abandonnées par ailleurs, d'autres types de par un Trump qui était tout à fait, qui décidait, enfin qui n'en faisait qu'à sa tête. Ce n'est pas de la pensée magique, ce que je suis en train de vous détailler. Enfin, dernier point. Les Européens. Aujourd'hui, l'Europe, sur le plan stratégique et militaire, par définition, elle est très faible. Pourquoi je dis par définition? Parce que le traité de Rome de 57, il crée une entité qui avait déjà été créée dans une certaine mesure avec la CECA. Bref, tous les E, CECA, CEE, c'est économique. Donc elle est de nature économique. Et quasi exclusivement économique, au moins jusqu'à ces 10-15 dernières années. Alors, c'est pas avec ça que vous faites la guerre, hein. Et vous ne pouvez pas signer d'alliance militaire, puisque votre entité, votre ADN, votre cahier des charges, il est de nature essentiellement économique, normatif, etc. Maintenant, si l'Europe, c'est ce que je crois pouvoir constater, en tout cas on en est peut-être au prodrome, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. Si l'Europe commence à, et elle n'aura pas le temps, elle n'aura pas des siècles pour cela, si elle commence à s'ériger en puissance plus seulement économique, mais aussi politique. Attention, je vais dire un gros mot. Et donc aussi militaire. Ça y est, j'ai dit mon gros mot. Donc, en puissance politique, stratégique et militaire, enfin, là, ça change tout. Parce qu'on aura une Europe qui pourra éventuellement intervenir jusque y compris au Caucase, donc vous savez parfaitement que la politique de proximité, pardon, hein, je traduis, vos impôts et les miens, hein, la politique de proximité qui fonctionne en faveur de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, parmi d'autres pays, oui mais quand même aussi de l'Azerbaïdjan et de la Turquie quand même, hein, eh bien cette politique de proximité, elle pourrait être non seulement remise en cause, mais il pourrait très bien y avoir une montée en puissance
de garanties européennes sur la République d'Arménie, et mon dernier mot, c'est évidemment la France. Et là, ça n'a échappé à personne que ces derniers mois ont été signés, et je me tais, ont été signés un certain nombre d'accords, alors un surtout, enfin, sur le plan militaire, de fourniture de matériel militaire, enfin, entre la France et l'Arménie, rien n'est définitivement joué. La cause arménienne existe depuis des siècles et des siècles, et Clausewitz et tous les stratèges de Bismarck et tous ces voyous nous apprennent quelque chose. C'est que dans toute crise, y compris, et voire surtout sur des temps très longs, celui qui est le plus endurant, celui qui est le plus résilient, finit par l'emporter. Je vous remercie, Monsieur Ancel. Vous avez bien fait d'évoquer la France. Justement, Monsieur Franceschki, j'aimerais bien vous interroger sur ce sujet plus particulièrement. Vous avez été assez critique vis-à-vis de nos dirigeants et de leur attitude au Caucase. Quel est globalement... Et même en Syrie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du rôle que peut jouer la France dans cette nouvelle donne? Tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer a rappelé la mission c'était en février l'année dernière, de l'ONU pour la signature des accords européens, du gros mot que vous avez dit, parce que nous ne sommes pas en capacité de maintenant à faire des choses sérieuses, c'est qu'on entend là, et pas avant longtemps. D'un point de vue purement militaire, avant que même une usine de munitions se mette en place, qu'on construise de nouveaux chars du futur, de nouveaux porte-avions, c'est en décennies qu'on compte. Et l'argent ne suffit pas. Ensuite, il faut les hommes. La crise que l'Europe tout entière, dans ses armées, France comprise, connaît en recrutement, en fidélisation, vous n'imaginez même pas ce que c'est. C'est à l'os. Il manque 1800 marins sur les bateaux de guerre. En Hollande, au Danemark, on fait des exercices militaires, la moitié des bateaux sont taqués tout neufs, il n'y a pas les gens. Nous sommes dans une Europe qui ne veut pas se battre, qui est endormie. C'est pas l'Arménie, c'est pas le Haut-Karabakh, c'est pas nos camarades kurdes, c'est comme ça. Donc vous pouvez mettre les Allemands, comme ils ont dit, dans 100 milliards avant que ça produise un effet. Les Arméniens ont eu largement le temps d'attaquer dans le sud. Alors cet état final, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, ils savent ce qu'ils veulent, Romanès. Et ils le feront quand ils pourront, quand le poids politique, militaire, économique ne sera pas trop cher payé. Or, ils ont vu avec le Haut-Karabakh que c'est pas très cher payé d'attaquer. On est condamné en justice, les journaux en parlent, 3 jours après c'est terminé, on tourne la page. Les Kurdes aussi connaissent ça par cœur, parce que ce qui était passé au Haut-Karabakh, c'est passé en 2018 dans la région d'Afrin, au Kurdistan, on y était, tu t'en souviens. C'est passé ensuite en 2019, Foukat de Trump, dans le nord, entre Sélékanite et... Bref, ils attaqueront au moment opportun. Et les Iraniens, eh bien, ils ne pourront rien faire. Je rappelle une chose très simple. D'abord, ils sont en faiblesse pour l'instant, mais surtout l'ensemble, le nord de l'Iran, c'est quand même peuplé, je crois, de 20% d'Azéris, quelque chose comme ça. Au moment des événements du Haut-Karabakh, l'Iran, souvenez-vous, a condamné, était vraiment du côté arménien, mais ne pouvait même pas envoyer un soldat. Ils ne le feront pas, ils ne peuvent pas. Ça, c'est les vrais équilibres à la fois ethniques, militaires, politiques et internationaux. Donc là, il y a une fenêtre ouverte, et je peux vous assurer, alors, quand on parle de la France, dans les chansonniers françaises, ce que je dis, c'est le modèle de ce qui risque d'arriver. C'est là-dessus que ça travaille. Nous avons en ce moment, notre aide est fantastique. Nous avons un attaché de défense depuis 2 ans, 2 ou 3 conseillers auprès du ministère des Armées, une dizaine de camarades d'ailleurs des forces spéciales pour les choses, un peu de chasseurs alpins, un peu de matériel. Franchement, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est mieux que rien, mais c'est toujours la même chose. Trop tard et trop peu. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la gesticulation politique, c'est comme les 17 articles de ce traité. Mais bon sang, c'est de la fumée. Ça ne vaut même pas une réunion. Ce qui vaut une réunion, c'est quand est-ce qu'ils vont faire la guerre, qu'est-ce qu'on pourra faire pour défendre les Arméniens. Et qu'un jour l'Artsakh puisse redevenir ce qu'il est, et c'est loin. Donc la vérité terrain, c'est celle-là. Je prends un exemple. J'ai passé la moitié de l'hiver dans les tranchées arméniennes du Syunik. Au-dessus de Goris, tout le long de la frontière. Les Azéris étaient à 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, là, dans la boue. J'avais l'impression d'être, j'étais pas dans la Somme en 1915, mais j'avais l'impression d'être dans une tranchée comme dans les films. L'armement, l'équipement, la façon dont se faisait le froid, les poêles à bois, comment se chauffer là. Et de l'autre côté, oh là là, quelle modernité. Eux, ils bétonnaient toute leur position. Ils étaient des pneus, des petits couvercles de fer.
des malheureux sacs de sable. Et là-dedans, les soldats, entre 45 et 65 ans, peut-être même un peu plus, quelques jeunes, et toutes les forces populaires de défense qui sont là, ils défendent leur coin. Un moral excellent. Mais un moral excellent, à si peu nombreux, avec si peu de matériel et si peu d'armement, franchement, les autres regardent. Et quand on va à Djermo, qu'on descend tout le long de la frontière du Sunnique, mes camarades militaires, il n'y a rien pour défendre. Oh, pas la première occasion où politiquement, économiquement, ça me coûte pas cher, j'attaque. Et après quoi? So what? La politique de Erdogan, c'est toujours la politique du fait accompli. Dans tous nos documents militaires de travail, il y a marqué politique du fait accompli, notamment la Turquie, demain la Chine. Ils attaquent dans le Sunnique, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Ah, ça va rigoler, et puis après, rien du tout. Il n'y a pas un soldat français qui ira se battre pour défendre le Sunni. C'est ça l'état des lieux. Moi, je me borne à constater des faits. C'est pas moi qui suis pessimiste, ce sont les faits. Et c'est sur ces faits réels qui risquent d'arriver qu'il faut travailler, pas sur les 17 articles. Machineau, le pauvre, il négocie un pistolet sur la tempe. Et la communauté arménienne qui le critique, à 5000 km de là, s'ils étaient en face en disant si je signe pas, ils attaquent tout de suite, franchement, bon, depuis l'annonce, on va pas faire de politique intérieure à arménienne, s'il vous plaît. Depuis l'annonce de ces 17 articles de traité de paix à venir de je ne sais quand, les provocations, surtout les lignes de front azéries, se sont multipliées. Il y a, je pense, de toute façon, comme à Munich, dans les termes de cet accord à venir qui ne vient pas, tous les germes d'une guerre possible. Et de toutes les revendications qui peuvent arriver. Donc l'heure est assez grave pour les Arméniens. Parce que l'enjeu, évidemment, c'est le Haut-Karabakh, le droit au retour de ses habitants. C'est pas pour demain, malheureusement, mais en tout cas, il faut le garder en tête, nécessairement. Mais l'enjeu, c'est aussi la survie de l'Arménie. À moyen terme, si ce n'est à court terme. Voilà de ce dont il faut parler. Et de faire en sorte que la politique française, même européenne, qui est incapable de faire l'Europe de la défense, on ne va pas l'avoir d'ici demain, ça fait 40 ans que... c'est de voir par rapport à cette situation-là, et cet état final voulu par Erdogan et Aliyev, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité. Voilà. Très bien. Et bien, je vous remercie. Je vous remercie, M. Bancheski. Nous avons maintenant une vingtaine de minutes disponibles pour les questions-réponses. Si quelqu'un dans l'audience souhaite poser une question à l'un de nos 5 intervenants, évidemment, vous êtes prié de le faire. Alors, donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Parlez bien fort et je répéterai votre question pour la caméra. Bonsoir, une question pour M. Ansel. La Turquie, membre de l'OTAN. L'Union européenne a des intérêts en Azerbaïdjan pour le gaz, le pétrole, on peut retrouver sur Internet l'hallucinant entretien de Mme von der Leyen avec Aliyev qui glorifiait le régime azerbaïdjan. Alors comment, en tenant compte de ces éléments, on peut envisager que la France et l'Europe reprennent une position pro-arménienne qu'elle a eue dans le passé? Merci, c'est une question très juste. Quand je parle de la montée ou l'avènement peut-être, j'ai bien dit peut-être à plusieurs reprises, de l'Europuissance, je parle d'abord, et on n'a pas besoin d'attendre des décennies là, c'est maintenant. Je parle d'abord de ce qu'on a sur étagère, là tout de suite rapidement. Dans l'ensemble de l'espace européen, il n'y a que 2 puissances sérieuses, 2 puissances crédibles sur le plan militaire. D'ailleurs, quelque part, enfin, sur le plan militaire et sur le plan des budgets militaires, qui sont encore tout juste crédibles, c'est évidemment la France et le Royaume-Uni. Et de ce point de vue-là, si on s'exonère, en tout cas pour certains dossiers, par exemple pour le dossier arménien, si on s'exonère d'une politique, allez, au hasard de l'Allemagne, qui a été jusqu'à présent quand même très largement duplice, et non seulement sur les questions commerciales avec la Chine, sur bien évidemment le gaz naturel russe, etc. Après tout, on peut constituer rapidement un fer de lance politico-militaire, si on en a la volonté bien évidemment, qui serait sans doute dans un certain nombre de dossiers, dans le Caucase peut-être, pourquoi pas, encore une fois c'est une hypothèse de travail, qui serait crédible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors je rejoins ce qui a été dit, mais en même temps, par Patrice, mais en même temps,
On a vu dans l'histoire longue, l'histoire politique et militaire très longue, des gens qui étaient... Alors ça, le problème démographique, alors ça vraiment, je te rejoins. Ça a toujours été, me semble-t-il, l'un des drames. Quelque part, c'est pas un drame, c'est une tragédie shakespearienne. La démographie, elle n'explique pas tout. C'est l'une des variables explicatives, et sans doute, en général, d'ailleurs, c'est pas la principale, d'une situation ou d'un rapport de force à un moment N. Mais, en deçà d'un certain seuil critique, évidemment, là, ça devient décisif. Ça peut devenir malheureusement tout à fait décisif. Et je crains qu'effectivement, au moins ce point-là en tout cas, soit très très compliqué, très difficile pour les prochaines années. En revanche, on a vu dans la très longue histoire militaire, depuis alors, la haute antiquité, il y a peu de photos, depuis au moins Thucydide, des camps, des belligérants qui étaient moins nombreux, qui étaient moins bien armés, et qui même disposaient même d'une géographie moins favorable, finir par l'emporter. Donc ça, c'est ok, ce qui a été dit est très juste. Ça n'implique pas nécessairement demain la défaite. Premier point. Et le deuxième point, je voudrais quand même aussi réagir sur l'Iran. Les capacités de nuisance de l'Iran, évidemment, l'armée iranienne, l'armée régulière, elle est à peu près nulle. Seulement, l'Iran a démontré, avec sa capacité de nuisance, avec ses proxys tout pourris, dont certains sont de véritables barbares, avec les Turcs font pas mieux, avec leurs spadassins, les Turkmènes, avec ses drones suicides, qu'elle était capable de pourrir la vie d'une société et d'un État, a fortiori, je parle évidemment d'Israël, mais là, a fortiori, un État beaucoup moins puissant, qui serait allé chuter directement à sa frontière. Moi, si je suis M. Aliyev, je réfléchis à 2 fois à ce niveau-là. Évidemment, il ne s'agit pas d'un Austerlitz frontal, mais ça peut être extraordinairement gênant. Donc le coût et le rapport, il faut voir, tout n'est pas totalement perdu. Mais pour ce qui concerne l'Europe, j'insiste, le tandem franco-britannique, dans un premier temps, à mon avis, est le seul à pouvoir commencer quelque chose d'européen au sens espace, grand espace européen, et pas seulement économique bien évidemment, non seulement dans le Caucase, mais dans le reste du monde. S'il y a d'autres questions, encore une fois, levez la main, n'hésitez absolument pas. Thomas, ici. Ah bah, vous pouvez vous lever, monsieur. Je voudrais entendre parler un peu du rôle de la Russie. Bon, je n'ai pas entendu parler. On parlait tout à l'heure. Peut-être que Mme Pierson voulait On avait déjà parlé. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, la Russie... en fait, l'Arménie fait partie de cette alliance OSTC qui regroupe plusieurs anciennes républiques soviétiques du Caucase. Et à ce titre-là, de la même manière que l'OTAN, une défense commune, la Russie était supposée réagir quand il y a eu une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Alors, par 2 fois, elle ne l'a pas fait. En 2020, elle l'a fait au bout de 44 jours, et en 2023, elle ne l'a pas fait. En tout cas, ou en 2022, même dans les attaques récurrentes à la frontière. L'Arménie aujourd'hui, c'est très bien qu'elle ne peut plus se fier aux parrains russes. En fait, la Russie regarde tout simplement vers l'Ukraine, il y a d'autres priorités, il y a déjà ça. Après, nul ne peut prévoir, avec le rapprochement avec les États-Unis, entre Poutine et Trump, nul ne peut prévoir comment réagira la Russie une fois le problème ukrainien, en tout cas le conflit ukrainien achevé et dépassé. On ne peut pas vraiment prévoir si très certainement la Russie voudra retourner dans ses prix carrés. La Russie a toujours eu, héritière de l'Union soviétique, a toujours eu cette tentation de vouloir faire la pluie et le beau temps dans ses prix carrés et de réveiller ou d'endormir les conflits pour mieux intervenir et mieux se rendre indispensable, disons. Juste un petit mot, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Russie, mais je ne fais que constater avec vous, je parlais il y a un instant de la duplicité économique de l'Allemagne, la très grande duplicité de la Russie. Alors, la Russie, non seulement abandonne l'Arménie en race campagne, la Russie abandonne Assad en race campagne,
Alors, j'entends des observateurs qui me disent mais ça a été tellement vite qu'ils n'ont pas eu les moyens. Bon, oui, alors, ça c'est sûr qu'un allié comme ça, on peut s'en passer. Parce que les moyens, en réalité, ils sont, ou ils ne sont pas sur le terrain, d'abord par une volonté politique. Alors s'il n'y a pas de volonté politique de Poutine de défendre M. Assad ou de défendre l'Arménie, ah ben oui, bien sûr, il ne va pas mettre des moyens sur le terrain, ça c'est certain. Ça fait 2. 3, il me semble que depuis le lancement de sa politique je l'appelle comme ça, néo-impériale, ou impérial et impérialiste, Poutine a toujours été relativement prudent. Entendez-moi bien, je n'ai pas fini ma phrase. Ne cassez pas tout de suite la gueule. Je n'ai pas fini ma phrase. Il a cru de pouvoir être prudent. C'est-à-dire que écraser Grozny sous les bombes, les civils, c'est pas très difficile. Écraser les civils d'Alep sous les bombes, des Sukhoi et des MiG, franchement, c'est pas très risqué, quoi, globalement. Hein. Mettre les doigts en Transnistrie, où ils les avaient déjà d'ailleurs, enfin, essayer de fomenter des coups d'État dans la modeste Moldavie, c'est pas très compliqué. Attaquer une partie de la Géorgie, alors je parle sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît bien sur le plan militaire, la Géorgie, hein, en 2007-2008, c'est pas la grande armée de Bonaparte. Donc tout ça est facile. Et il a cru, et il s'est lourdement fourvoyé aujourd'hui, on le sait, il a cru que ça se passerait très facilement en Ukraine. Sinon, il n'y serait pas allé. Ou en tout cas, il se serait dûment préparé, infiniment mieux préparé. Or, il ne s'est pas préparé. Autrement dit, c'est quelqu'un dont l'alliance ne vaut rien du tout. On ne peut pas compter sur la Russie. Et la tragédie, je reprends mon terme shakespearien, la tragédie de l'Arménie, c'est qu'elle a été obligée. Alors moi, je ne suis pas du tout, alors moi, une personne, mon Dieu, de politique intérieure arménienne, je respecte infiniment cette noble cause, surtout je ne m'inscris pas dans ces débats. Mais je me demande dans quelle mesure un dirigeant arménien ces dernières années aurait eu ou avait ou a une autre possibilité, une alternative hein, à la Russie. Moi je pense que l'Arménie doit se détacher d'une Russie qui ne lui apporte rien, mais en faveur de quoi? De qui? Les États-Unis, eh bien, c'est plus compliqué que jamais. Et l'Europe, effectivement, n'est pas encore faite, et elle n'est pas prête de se faire, sauf peut-être pour le tandem franco-britannique, auquel je crois beaucoup. Donc là, effectivement, on est, me semble-t-il, sur une Russie dont on ne peut rien attendre, en particulier de la part des Arméniens. Monsieur Oui, si vous me permettez, un deuxième constat avec vous. Après le constat proposé par Frédéric Ancel, c'est que si vous prenez les États dans l'ex-espace soviétique qui ont essayé de tourner le dos à la Russie, ont perdu des territoires. C'est un constat. Il s'agit de la Géorgie, il s'agit de la Moldavie, il s'agit nécessairement, je pense que ça arrivera, de l'Ukraine. L'Ukraine, je crois que les États-Unis et puis le camp occidental, à un moment donné, accepteront les pertes territoriales ukrainiennes en faveur de la Russie. C'est le cas aussi de l'Arménie. C'est un constat. C'est un constat. J'ajoute aussi, c'est que ces pays-là, qui ont tourné le dos à la Russie, l'ont fait pour rêver, en tout cas aller vers une souveraineté voulue, souhaitée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous puissions affirmer qu'un de ces pays ait une souveraineté totale, ait obtenu la souveraineté totale. Non seulement il y a une perte territoriale, mais l'idée pour laquelle les uns et les autres ont essayé de sacrifier une partie de leur territoire pour obtenir une forme de souveraineté n'ont pas réussi. Je pense que ça sera le cas aussi pour l'Arménie. Je pense que ça ne suffit pas de dire que l'Arménie ne peut plus faire confiance, il faut qu'il s'en débarrasse de cet allié parce que cet allié ne vaut rien. L'allié lui-même ou elle-même ne le souhaite pas. Et je pense qu'aujourd'hui, la fin de la guerre en Ukraine renforce les positions géostratégiques de la Russie, y compris dans le Caucase du Sud, peut-être même acceptée par l'administration américaine. Et cette donne géopolitique, nécessairement, il faudra prendre en considération, si on est honnête, dans les années à venir, et pour l'accord de paix, ou en tout cas le processus de l'accord de paix, qui se dessine. Très bien, merci. On a encore peut-être 5 minutes pour une question suivante. Alors.
J'aimerais commencer par vous remercier parce qu'en voyant les dirigeants du monde entier se féliciter du déroulement de négociations pour ce traité de paix, c'est rafraîchissant de voir des experts qui sont là pour dénoncer ce traité qui est en réalité une condamnation pour l'Arménie. Mais maintenant que vous avez tous unanimement déclaré qu'une guerre prochaine est inévitable, j'aimerais vous demander, je ne sais pas exactement à qui poser la question, mais en tant qu'Arménienne dont la famille est à Goris, une ville du Haut-Karabakh, un village de terre, une des villes les plus ciblées par l'Azerbaïdjan, dans le Zangezur. Et qu'est-ce que l'Arménie peut faire, et mais surtout qu'est-ce que les Arméniens qui vivent là-bas peuvent faire pour ne pas simplement accepter leur sort et, Alors, à Goris, etc., qu'est-ce qui se passe? L'Arménie a perdu en 2020, parce qu'elle avait perdu 30 années, en s'en rendant de sa victoire de 94, il faut le dire. Quand on s'assoupit et que l'autre veut se venger, ça se termine mal. Aujourd'hui, le problème du point de vue de la défense, il est militaire. Ce qui est frappant, je ne suis pas le seul à le dire, c'est que l'armée arménienne telle qu'elle est, c'est un format très faible. 30 000 hommes, 20 000 conscrits, 10 000 professionnels, là-dedans 1000 soldats des forces spéciales, qui valent à peu près ce que valait un soldat appelé en France il y a 30 ans. Or, quand on parle avec les états-majors arméniens, leurs académies de défense, etc., on n'a pas le sentiment qu'ils aient pris conscience de la problématique de leur armée qui est restée très soviétique. Ils vivent dans une pensée de gang soviétique. Point par point du détail, comment la guerre en Ukraine, etc., on est vraiment, moi j'ai l'impression de me retrouver dans une guerre que j'ai faite, qui est l'Afghanistan de l'époque soviétique. Ils n'ont pas changé. Il faut revoir tout le modèle, c'est le travail de nos conseillers, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il faut réformer entièrement l'armée arménienne, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a un espoir, ce sont toutes les associations, mais il est compliqué politiquement, toutes les associations appelées là-bas militaro-patriotiques qui se forment dans les villages, à Goris, partout en fait. D'anciens militaires qui rassemblent des jeunes, qui font une association, qui les entraîne, et qui deviennent des forces paramilitaires quasiment, qui, à contrôler c'est compliqué, mais qui sont peut-être maintenant supérieurs à l'armée elle-même. Tout ça doit être organisé, réorganisé. Là où la France essaie de faire quelque chose, c'est effectivement de convaincre les autorités politiques et militaires arméniennes de changements très profonds dans leur pensée de défense et de le faire très très vite, parce qu'il n'y a pas le temps. Ils s'arrachent les cheveux, je peux vous assurer, mais il y a dans les campagnes, hormis Erevan, tout le reste dans les campagnes, les gens veulent se battre, ils veulent se défendre, notamment les jeunes, mais ils ne savent pas très bien comment faire. Alors, il y a ces associations qui se forment, des petits camps d'entraînement un peu partout, ça c'est intéressant d'aller les voir. Et des scolaires de 15-16 ans, ils y vont tous les week-ends et toutes les vacances, et ils s'entraînent. Donc c'est là qu'il y a une lueur d'espoir, c'est là qu'il y a des tentatives de réorganisation de tout ça, par nos militaires, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais, moi ce qui me rassure à chaque fois, quand je parlais des tranchées là, c'est le nord de Goris, de terre, etc., vraiment devant les Azéris, c'est quand même d'avoir vu même des gars de 50 ans, 60 ans, avec leur casque, leur petite calage, nous on va se battre. Et les ordres c'est quoi si les Azéris attaquent? Tenir jusqu'à ce que l'armée arrive. Tu rigoles, parce que l'armée, elle est où? Il n'y a qu'une ligne de défense. Hein, d'un point de vue militaire, il passe ta tranchée, puis après c'est ouvert jusqu'au Nakhichevan. Hein. Ouais, mais c'est comme ça, on va rester, on va se battre. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Il ne dit pas je décampe. Il ne dit pas je décampe. Il y a même plein de femmes d'ailleurs. Il y en a une que j'aime beaucoup, s'appelle Maïs, je l'appelle la grand-mère combattante. Elle a 55 ans, 6 petits-enfants, elle est là dans la tranchée avec son casque, etc. 6 mois sur 12. Bon. Ça, c'est des notes d'espoir du peuple, je dirais, rural d'Arménie. Ça fait quand même du monde, mais il faut que les chefs, les politiques comme les militaires prennent conscience, et ça, par contre, toutes ces réunions me laissent sceptique, prennent conscience sur la dangerosité de l'avenir immédiat. C'est très statique. Eh bien, je vous remercie tous les 5, M. Papazian a dû nous quitter un peu plus tôt. C'est la fin de cette conférence, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu.